Eh ben, bienvenue Armelle sur Pandore. Je vais te laisser te présenter pour les personnes qui vont nous écouter ou nous voir. Donc moi, c'est Hermelle Loiseau. J'habite en métropole en France sur le bassin d'Arcachon. Voilà, j'exerce aujourd'hui comme sage-femme libérale pratiquant les accouchements à domicile. Et d'un premier métier, j'étais comptable contrôleur de gestion et j'ai eu deux enfants. Et puis surtout le premier, ben, j'ai pas été du tout respectée. J'ai vécu des choses qui, a posteriori, ont été de la violence obstétricale. Et à un moment donné, j'ai décidé de changer de métier pour que les femmes ne vivent pas ce que j'avais vécu. Et je me suis lancée à 34 ans et donc j'étais diplômée à 40 ans, il y a 13 ans, donc j'ai 53 ans. Voilà. Et maintenant, ben, je m'éclate dans ce que je fais, c'est d'accompagner les couples en conscience. Alors, j'ai envie de te questionner un peu sur cette transition. Qu'est-ce qui t'a donné la force de faire ce changement de monde, de paradigme, parce que c'est vraiment deux métiers très, très différents. Alors, Alors j'ai eu un coup de pouce de l'univers qui avait décidé que ce serait comme ça. Donc j'étais donc contrôleur de gestion là tout près. J'étais en intérim depuis 18 mois, j'avais un poste important. Et ils m'ont dit qu'ils allaient me garder. Et moi, j'aurais dit, non, vous allez me faire une proposition. C'est une société où tout le monde voulait rentrer parce que c'était la sécurité de l'emploi. Mais moi, ce n'est pas ce que je recherche, forcément. Je veux juste être bien. Et là, ils m'ont fait une proposition en baissant, alors à l'époque, c'était en francs, pas en euros, en baissant mon salaire de 1000 francs parce que j'avais pas un bac plus 5, mais un bac plus 2, mais de l'expérience. Et comme c'était une société anglo-saxonne, il y avait des grilles. Voilà. Et là, je ne me suis pas sentie respectée. J'étais à 3 jours de la fin de mon contrat d'intérim et j'ai dit ah ben non, ah non, non, non. Et j'ai été convoquée chez le directeur d'usine et j'ai dit non parce que c'était pas respectueux. Et je me suis retrouvée du jour au lendemain, du coup, sans travail. Euh, et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? On venait de construire une maison. Et je me suis mis à travailler. Bon, je travaille sur moi depuis longtemps, mais j'ai refait un nouveau travail sur moi. Et là, j'ai fait ce geste, c'était de la sophrologie, et j'ai fait ce geste et j'ai dit sage-femme. Et là, la sophrologue m'a dit, bon, bah, je crois qu'on a fini. Et je me suis dit, bon, va falloir y aller maintenant. Et là, je regarde comment on devient sage-femme en France. Et ça faisait 1 an qu'il fallait passer par médecine. Donc, il fallait que je fasse médecine. Et là, je crois que j'ai pas réfléchi. J'ai dit, il faut que je me lance et j'y arrive ou j'y arrive, mais il n'y a pas d'autre solution. Et du coup, je me suis inscrite à la fac de médecine. Non, ils n'ont pas voulu de moi. Je me suis donc fait la terminale S au CNED pour me remettre un peu le cerveau en fonction parce que ça faisait quand même maintenant 15 ans que j'avais mon bac. mhm. Et ils ne voulaient pas de moi à la fac de médecine. Ils voulaient quelqu'un du bac de l'année. Mais bon, et j'ai donc fait 1 an le bac, juste la terminale S. Et j'ai passé le bac puisqu'ils ne voulaient vraiment pas de moi sans ce bac. J'étais en candidat D'accord. libre à la Mhm. ville à côté de chez moi. Donc l'anecdote, c'est qu'il y a des profs qui arrivaient pour surveiller les salles. Il y avait tous les petits jeunes. Ils sont venus me serrer la main en me demandant ben, quelle salle vous surveillait. Ben, j'ai dit non, je passe le bac. Et j'ai eu le bac. Et là, j'ai appelé la fac de médecine. Ils m'ont répondu, on ne peut plus vous refuser. Incroyable. Du coup, c'était Voilà. pas une évidence depuis toute petite, mais par contre, quand l'évidence s'est présentée, voilà quoi. Alors, C'était lancé. euh, toute petite, j'étais attirée, mais à un point par les nouveau-nés. Pas le bébé, le nouveau-né. Et finalement, en ayant travaillé sur moi, j'ai compris qu'il n'y a pas que le nouveau-né, il y a aussi sa maman et aussi le conjoint. Et ça, je ne l'avais pas touché avant de faire tout ce travail. Voilà. Mais le bébé, le nouveau-né, c'était pour moi. J'avais d'ailleurs passé le concours de la Croix-Rouge, je l'avais eu à l'âge normal pour faire infirmière puis père. Puis bon, je me suis laissée influencer par d'autres choses. Mais le nouveau-né m'a attirée depuis que je suis née, je crois. D'accord. Ouais. Donc c'était toujours un peu présent, mais ça avait été un peu voilé, masqué par d'autres choses. Super. Est-ce que tu nous parlerais un peu plus du coup de ce parcours d'étudiante sage-femme, et puis les premiers pas aussi dans le métier? Oui. Alors le parcours, la première année de médecine, déjà, c'est donc je voulais vraiment y arriver. En France, on a 2 essais.
On a le droit d'essayer médecine 2 fois. Et moi, je ne pouvais pas 2 fois financièrement. Je pouvais une fois. bien Et je me sûr. suis dit, je vais me donner toutes les chances et j'ai voulu m'inscrire. Alors, c'était très, très cher à l'époque. C'était vraiment un investissement à ce qu'on appelle une boîte à Bachoter médecine. C'est des boîtes Mhm. privées qui nous Ouais. font travailler. Donc, j'y suis allée et ils m'ont répondu non, on ne veut pas de vous parce que vous allez plomber nos statistiques, vous ne l'aurez pas à votre âge. Donc là, c'était dur. Et je me suis inscrite au tutorat de la fac pour que dalle, voilà, pour rien. Et c'est les deuxième et troisième années qui nous font faire des exercices. Et puis je me suis lancée à fond. Cette année de médecine, c'était 9 mois, une grossesse, Ouais. où j'ai travaillé vraiment comme une folle. La première semaine, c'est ce qu'on appelait la pré-rentrée avec le tutorat. J'avais la tête mais qui explosait. Je remettais ma machine comme une machine rouillée qui se remet en route. Mhm. Et puis finalement, ben, j'ai tout donné. Et puis à l'arrivée, j'avais donc sympathisé avec un jeune homme qui habitait dans ma ville. Et des fois, on covoiturait. Et lui, il était redoublant. Et à la fin, il m'a dit, tu viens voir les résultats avec moi? Je lui ai dit, non, c'est cuit, je suis épuisée. Et il m'appelle et j'allais prendre de l'essence, je me souviens. Et il me dit, t'es 75e, ce qui veut dire que j'avais médecine. Et Ouais. j'entends 175. Donc je lui dis, tu vois, c'est perdu. Et là, il hurle, mais non, 75, ta médecine. Et là, je réalise que j'ai réussi. Et l'anecdote très très forte, c'est que donc après on arrive et on va dire devant la secrétaire si on choisit médecin, enfin à l'époque, médecin, dentiste ou sage-femme. Mhm. Et il y a tous les doublants qui tremblaient que je leur prenne une place de médecine. Ok, Parce que c'est pendant l'année, ils avaient essayé de me bloquer, j'étais pas trop mal placée au partiel. Ils avaient prévu tout un stratège pour me chanter, donc des faux polycopes pour pas que je leur prenne une place. Et une jeune fille était allée leur dire, mais elle veut faire sage-femme, lui ruinez pas son projet, laissez-la. Et du coup, il y avait un blanc, et moi je dis sage-femme. Il y a eu un ouf derrière. soulagement. T'as placé Et les deux. là, et là, ils m'ont dit, maintenant vous allez faire 2 stages de prestage à l'hôpital, un de suite de couches dans la journée, 12 heures, et un de nuit en salle d'accouchement. Et là, je réalisais mon rêve en salle d'accouchement, Mhm. de nuit. Et j'y vais, et on me dit d'aller voir la dame. Il y a 15, c'est un CHU, donc il y a 15 salles d'accouchement. D'aller voir la dame en salle, je ne sais plus, mettons 6. On lui demandait l'autorisation juste d'être là. Donc j'y vais, elle me dit oui. Et l'accouchement commence, donc accouchement classique d'un CHU, les pieds dans les étriers, pousser madame, tout ce qui n'est pas moi. Mais je ne savais pas à ce moment-là. Mhm. Et là, je vois cette scène se dérouler et je sens que je transpire et je sens qu'il va se passer quelque chose, que je vais vomir, et je sors en courant et je commence à un malaise vagal. Et là, je me dis, mon Dieu, je viens de faire médecine, je viens de traverser 9 mois terribles et je ne suis pas capable de voir un accouchement. Mhm. Dans la nuit, on me propose d'aller voir une deuxième dame qui allait accoucher, j'avais plus du tout envie. Et elle me dit oui. Alors bon, ben, tant pis, j'y vais. Et là, j'arrive à regarder la naissance, qui est toujours le même type de naissance. Je suis pas bien, mais je sors pas. Et je rentre chez moi effondrée en me disant, je suis pas capable. Je suis pas capable. Je viens de faire ça et je suis pas capable. Bon, mais je me lance quand même dans mes études. Moi, je suis comptable, c'est fini. Et arrive février et premier stage en salle d'accouchement. Et première femme que je suis, avec une sage-femme assez jeune, et c'était un premier bébé avec un petit peu, qui a bien mangé, on va dire. J'aime pas quand ils disent des gros bébés, je supporte pas ça, mais bon. Mhm. Et la jeune sage-femme me dit, oh là là, ça sent la césarienne, ça. Et là, je me dis, oh là là, mais je vais encore faire un malaise. Et changement de garde des sages-femmes. Ouais, Et la deuxième sage-femme est une sage-femme pas loin de la retraite. Et elle me dit, mais non, on va y arriver. Et tranquille. là, on fait ce qu'on appelle un accompagnement, un accouchement à 4 mains. Donc, je pose mes mains sur la tête du bébé et elle sur mes mains. Et j'ai même fait, alors je l'ai rarement fait dans ma vie, mais là, j'ai fait une épisiotomie même. C'est un Mhm. bébé de 4,2 kg, je crois. Mhm. Et le bébé, je fais l'épisio, j'ai pas haut le cœur, le bébé il naît, je pleure de joie sous mon masque, le papa il pleure, la maman il pleure, la sage-femme elle pleure, tout le monde pleure, c'était magique. Mhm. Et je réalise que je n'ai pas eu une seconde de malaise. Mhm. Et je me dis, ok, si je suis actrice,
ça va. Ouais, Et voilà. ça Mais ça a dépend du été, positionnement. voilà. Et les études, ensuite, après médecine, c'est 4 ans. C'est très infantilisant. Mhm. C'est dur psychiquement. Ouais, Il faut mettre son ego bien profond dans sa poche. Et surtout, se dire qu'on veut ce diplôme pour être légitime et qu'après, je vais apprendre à désapprendre. ouais. Je vais faire ce que j'ai envie de faire, travailler de la manière que je veux. Et C'est il va y ça. avoir des apprentissages, comme tu as dit. Mm. J'ai une petite curiosité. En fait, je me disais, est-ce que tu étais déjà maman quand tu as commencé ces études? Ah oui, 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 j'avais mes 2 enfants et c'est eux qui m'ont fait devenir sage-femme. Parce que D'accord. mon premier enfant, alors quand j'ai commencé, il avait 11 ans et sa sœur 3 ans. Mhm. Et le premier bébé, alors moi j'étais mais heureuse d'être enceinte, une grossesse épanouissante. Et le travail commence et j'ai des contractions un peu toute la journée, mais gentiment. Puis le soir, alors attention, je suis pas sage-femme à l'époque, hein, Oui, oui. j'y connais rien. Mhm. J'ai eu une préparation à la naissance qui aujourd'hui m'a servi à rien, je le sais, qui est vraiment pas, voilà. Et donc le papa rentre le soir, je lui écoute, j'ai des contractions depuis ce matin, on peut pas aller à l'hôpital faire le point. Et là, ça a été soit l'erreur de ma vie, soit la bénédiction de ma vie qui m'a rendue Mhm. sage-femme. Oui. Et c'est que j'y suis allée et qu'elles m'ont dit, alors que j'étais quand même bien, hein, vous êtes à 3 centimètres, vous allez accoucher, on vous garde. Et là, la catastrophe a commencé. C'est que mon bébé était en OS, c'est-à-dire c'est les petits rêveurs qui ont le dos contre le dos de maman et qui regardent quand ils naissent, ils regardent le ciel. Oui. C'est très, c'est très, très difficile parce qu'il y a un écrasement de tous les muscles psoas-ciliaires, enfin tous les muscles du dos de la maman. C'est Mhm. très douloureux dans le dos. Et moi, on m'a. Donc, je voulais pas de péridurale parce que j'en avais peur. D'accord. Donc, j'étais perfusée en chemise d'opéré et couchée sur le dos dans un lit avec du syntocinon pour faire accélérer le truc, Mhm. alors que j'avais vu en OS qui m'écrasait encore plus le dos. Et pourtant, ça avait été vite, j'accouche vite. Je suis arrivée à 19h et j'ai accouché à minuit 5 pour un premier bébé en OS. C'est très vite. Et là, j'ai mal à mon dos, j'ai tellement mal, je sens même pas mes contractions dans le ventre, je sens que mon dos. Mhm. Et à un moment donné, la sage-femme, pareil, je comprends tout maintenant que je suis sage-femme, mais elle dit à elle me dit, Madame, à la prochaine contraction, vous allez bloquer et pousser. Bloquer la respiration? Ouais, Ok. bloquer, pousser. Et moi, je ne sens plus de contraction et je n'ai pas envie de pousser. Mhm. Et je lui dis, mais j'ai pas de contraction parce que j'étais dans ma phase de quiétude, dans ma phase, je récupère avant que bébé naisse. Ouais. Maintenant, je le sais. Oui. Mais elle ne connaissait pas et moi non plus. Et là, on m'a dit, taisez-vous et poussez. Et sa collègue lui a poussé le coude. Alors, ça fait 30 ans, hein, je m'en souviens comme c'était hier. Elle lui a dit, regarde le monitoring, il n'y avait pas de contraction. Donc, elles sont montées sur la table, sur mon ventre, et de tout son poids, elle s'est mise sur mon ventre pour faire sortir le bébé. D'accord. Des choses qui ne se Donc, font plus normalement aujourd'hui. aujourd'hui, ça existe un peu, ça s'appelle de l'expression utérine, et sa valeur de forceps, légalement, ça doit être justifié. D'accord. Et mon bébé est né, moi j'étais très abîmée, très très abîmée. Et Mhm. je trouvais que c'était le plus bel accouchement du monde parce que je ne savais pas ce que c'était qu'un accouchement. Et oui, tu avais ton bébé dans tes Voilà, moi j'étais bras. heureuse. Et 8 ans plus tard, sa sœur, donc j'arrive à la maternité encore vers 7h, mais là 7h du matin. Et je voulais toujours pas de péridurale. Et j'étais dans une baignoire à bulles de dilatation, mais pas d'accouchement, j'avais pas le droit d'accoucher dedans. Et je m'étais mise accroupie avec les bulles sur le périnée et je me balançais comme ça. Mhm. Et je suis arrivée donc à 7h et elle est née à 9h40. Je suis arrivée à 3 centimètres aussi, donc j'accouche vite. Et là, c'est pareil, quand j'ai dit que j'avais envie de faire pipi, et on m'a examiné, m'a dit non, non, vous êtes à 8, vous allez accoucher. Vous venez sur la table d'accouchement. Et elle m'a dit, ben, c'est bon, vous êtes dilatée, vous allez bloquer, pousser très fort. Et encore une fois, une préparation qui m'a servi à rien, je ne connaissais pas mon corps. J'ai bloqué, j'ai poussé, et mon bébé, il est né ce qu'on appelle en boulet de canon, ça fait. Donc, voilà, bouchon de champagne, boulet de canon. Il a fallu donc vite faire une épisio pour éviter un deuxième Tchernobyl que j'avais connu au premier. Ah, ah.
Et là, maintenant, ben voilà, 2 enfants sans péridurale et j'ai jamais senti pousser un seul de mes bébés. On m'a jamais donné le temps. D'accord, la précipitation a fait, Ouais. t'as Elle pas avait deux donné le césariennes temps. derrière, voilà, Ouais. et donc il n'y avait pas de temps pour moi. Et puis ces tables, il faut les jeter, ces tables. Non, j'en sais rien, c'est toi la sage-femme, mais de te Mais rappeler à l'ordre pour t'allonger sur la table au moment d'accoucher, c'est vrai que... là, j'étais pas allongée, j'avais pas étrié, je m'étais mise un peu accroupie, semi-assise, Ah, mais seulement, d'accord. il fallait pas me faire pousser. J'ai accouché 2h40 après être arrivée. J'ai fait le travail en 2h40. Il fallait me laisser. C'est Mais prendre ils le n'avaient pas le temps, temps. Je n'en veux pas parce qu'elle fait partie d'un système. Voilà, elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec la conscience de ce moment-là. bien sûr. Mais, mais là, j'ai compris que les femmes, elles devaient savoir et que la préparation devait leur expliquer ce qui se jouait dans leur corps pour qu'elles puissent. Elles ont après la connaissance et elles en font ce qu'elles veulent ou ce qu'elles Mhm, peuvent. Elles font de leur mieux, bien voilà. sûr. Mais voilà, mes accouchements qui m'ont rendue sage-femme. Merci. Et du coup, parle-nous un peu de cette déconstruction des apprentissages. Alors moi, j'ai fait quelque chose qui ne se fait pas. C'est que, alors je suis sortie de mes études et j'ai demandé à la maternité auprès de chez moi qui avait une baignoire d'accouchement, donc qui était quand même plutôt plus physio que la moyenne, de travailler chez eux. Il y avait un poste et on m'a refusé. Et ils m'ont fait le plus beau cadeau du monde parce que du coup, je me suis installée en libéral. Et alors, j'ai su 2 ans après qu'on m'avait refusé parce que j'aurais dérangé par rapport à qui j'étais. Ils connaissaient Et déjà. oui, j'avais Ouais, travaillé, j'ai fait beaucoup de stages chez eux. ouais. Mhm, Et du coup, je me suis installée en libéral et j'ai directement commencé les accouchements à domicile. d'accord. Voilà. Et pourquoi tu dis que ça se fait pas? C'est par rapport au... Parce que tout le monde se dit, oh là là, mais je ne suis pas légitime, je débute, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose, c'est qu'à l'hôpital, je me souviens qu'un jour, avec une sage-femme qui m'encadrait, je fais un geste et elle me dit, mais et comment tu as fait ça? Je ne t'ai pas appris. Je ne t'ai pas expliqué, là, comment tu l'as fait. Et ça parlera aux gens ou ça parlera pas, mais moi j'ai compris, et en le travaillant et en le connectant, que c'était pas la première fois que j'étais sage-femme. D'accord. Voilà. Mhm. Et du coup, alors tu t'es installée en libéral. Alors, Et j'ai commencé à faire accouchement à domicile et puis le suivi classique d'une sage-femme libérale, la rééducation, la préparation pour celles qui vont aussi à l'hôpital. Je faisais très peu d'accouchements à domicile, c'était un ou deux par mois, parce que pour moi, c'est, voilà, pour entourer vraiment une maman, je ne peux pas faire beaucoup, enfin, personnellement. mhm. Et, et puis j'ai travaillé et après j'ai traversé un divorce et là je me suis plus sentie légitime d'accompagner puisque moi je me sentais pas bien centrée. Donc j'ai fait un break Mhm. pour être totalement avec l'enfant à naître et sa mère. Et donc j'ai repris depuis et j'ai repris différemment parce qu'entre-temps j'ai encore beaucoup travaillé sur moi. J'ai aussi cherché des enseignements qui viennent du Brésil, du Mexique, des choses traditionnelles, pour l'intégrer, faire une espèce de massos à moi, quelque part, qui me parle. Voilà. Mhm. Y mettre du sacré, du quantique. Et, et voilà. Et donc là, maintenant, eh bien, j'ai ce projet, mais c'est tout frais puisque c'est d'hier que j'ai vraiment la réponse. C'est que je lance la construction d'une maison de naissance et de périnatalité là, chez moi, dans ma commune, dans mes communes là, et que j'ai demandé l'autorisation, enfin le soutien à Madame le maire de ma ville, qui m'a dit que la ville ne pourrait pas me suivre financièrement, c'est lourd, hein, mais que la Oui, communauté de communes, qui s'appelle chez nous la COBAS, dont elle est la présidente, allait prendre ça en charge et allait le financer. merveilleux. Non. Et le lendemain, c'est-à-dire ben, c'était ce matin, je pense que c'était voté dans la nuit, il a été voté en France donc la possibilité d'ouvrir 12 maisons de naissance sous 2 ans. Super. Ça Donc s'inscrit voilà. totalement dans un contexte où d'ailleurs il y a des fermetures, il y a eu beaucoup de fermetures de maternité, de choses comme ça. Et il y a Et beaucoup de demandes d'accoucher plus en,
en respect avec son corps, plus pas dans la précipitation, pas forcément des injections forcément d'ocytocine, de différentes choses. Mhm. Est-ce que tu nous parleras un petit peu plus du coup de ces apprentissages traditionnels que tu as fait, de comment tu vois maintenant, avec cette pause aussi que tu as eue, cet accompagnement de la femme enceinte et de son enfantement? Alors, aujourd'hui, ce que je fais en accompagnement à domicile, c'est pas l'idéal encore. Hein, j'y suis pas, parce que pour moi, c'est en équipe. D'accord. C'est en équipe. Aujourd'hui, je suis seule. Alors, sur l'accouchement, ma petite remplaçante est venue parce qu'elle ne connaissait pas, et d'ailleurs, là, ça l'a. Waouh, quoi. C'était. Ah oui, c'est pas du tout comme à l'hôpital, c'est génial. Du coup, elle va intégrer la maison de naissance aussi. Super. Et dans mon idéal, c'est une équipe, c'est avec une accompagnante, qu'on l'appelle accompagnante doula, qu'on l'appelle ce qu'on veut, quoi, mais qui n'est pas que la sage-femme, parce qu'aujourd'hui, j'apprends aussi, mais j'en ai trop, je porte trop. Mhm. Voilà. Et le dernier accompagnement, là, en octobre, j'ai réussi, moi, à grandir, à moins me mettre en position maternelle et à materner, à faire confiance au couple. Mhm. Et ça a été vraiment, vraiment magique. Ça a été, voilà. Je suis venue plus tard, mais j'ai toujours suivi par téléphone avec le papa. C'est quand vous voulez. J'ai attendu beaucoup plus longtemps. Et, et j'ai compris que finalement, accoucher, c'est aussi intime que de le faire. Et donc, vraiment leur laisser cette intimité et d'arriver juste pour avoir un œil en cas. Voilà. Porter l'espace. Voilà. Mhm. Mais dans mon idéal, voilà, ce serait d'être en équipe. Ouais. D'être en équipe. Et Alors, d'ailleurs, en maison de naissance, ce sera deux personnes euh, qui accompagnent le couple. super. Et justement, en parlant d'équipe, parle-nous, toi, sage-femme, de ton regard sur les doulas, parce que c'est un grand débat actuel, voilà. Donc, c'est chouette. Alors, il y a le regard sage-femme générale. Alors Mhm. moi, donc tout le monde a compris que je ne suis pas une sage-femme de base. Donc, c'est pas pareil. Les sages-femmes ont peur. Hein, je ne parle pas pour moi, je parle Mhm. pour mes consoeurs en général. Elles ont peur parce que le côté administratif et technique leur a volé cette part d'accompagnement qu'elles ne peuvent plus vraiment avoir en maternité du fait de la chaîne, quoi. Enfin, Mhm. voilà, c'est trop de monde. C'est un métier, comme je dis en rigolant, où on ne gère pas les stocks. Donc, il y a un jour, il y a une dame, et il y a un jour, il y a 9 dames, mais il y a que 3 salles d'accouchement. Donc, comment on fait? C'est pas des conditions, c'est pas one-to-one, c'est pas une femme, une sage-femme. Hein. Donc, pour Ouais. elle, c'est pas confortable. Et pour beaucoup de mes collègues, de voir arriver quelqu'un d'extérieur qui va faire que le beau rôle, c'est-à-dire le cocooning et l'accompagnement, et qu'elles, elles aient sur leurs épaules la responsabilité médicale et potentiellement juridique. Enfin, Juridique. voilà. Mhm. Mhm. Elles trouvent ça injuste et moi je sens leur blessure d'injustice mais hurler quoi. Et donc du Ouais. coup leur réponse à cette blessure est de dire non non non. Mais ça c'est pas de la méchanceté, c'est juste je me sens d'insécurité, je me sens plus je me sens volée de ce que j'aime. Mais c'est Mhm. qu'il y a si cette activité là arrive, c'est qu'il y a une faille et la nature a horreur du vide, donc ça se remplit avec autre chose. Donc c'est vrai qu'elles sont pas à l'aise avec ça. Moi personnellement, j'ai notamment euh, une personne doula vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. D'ailleurs, demain ensemble, on va faire un cercle de femmes enceintes. Super. Euh, ouais, avec mes patientes au cabinet. Et il y a des doulas, mais elles sont extraordinaires. Quoi. Vraiment, c'est d'une richesse. Voilà. Mais c'est comme les sages-femmes. Il y en a d'extraordinaires. Et il y a des filles qui sont plus techniciennes parce qu'elles ont des peurs, parce que c'est pas un jugement, parce qu'elles sont comme ça. Peut-être ce n'est pas le métier de leur âme, je ne sais pas. Et dans les doulas, c'est pareil. Il y a des filles extraordinaires. Et puis il y en a qui font ça parce qu'elles ont voulu être sage-femme et qu'elles ne peuvent pas pour X raisons. Et du coup, il y a un côté frustration, il y a un côté compétition d'espèce de supériorité qui n'a pas de raison d'être, puisque la personne supérieure à tout autre, c'est la mère et son bébé. Oui. Nous, on est rien.
On n'est rien qu'une petite lumière qui surveille, c'est tout, on n'est rien. Ouais, tout à fait. Et du coup, tu proposes d'autres accompagnements. Tu parles d'un cercle de femmes demain. Alors ça, c'est la première fois que je le fais. Ça, c'est mon côté, j'aime pas ce mot, il est trop dévoyé. Enfin, je vous le dis, mais c'est pas celui-là que je voudrais dire, chamanique, D'accord. parce que c'était Ouais, vraiment dévoyé. Voilà. oui, je C'est comprends. plus le côté connexion à la terre, connexion à Gaïa, connexion à l'univers, Mm. côté sacré, je dirais. Ouais. Euh, voilà, donc le tambour, des choses comme ça, ou les oracles, pour que la femme, elle arrive à travers un outil ou quelque chose de créatif. Donc, on va faire du créatif demain pour préparer pour leur accouchement, qu'elles arrivent à poser leur peur, à poser, mais en douceur pour que leur mental ne soit pas agressé, ça passe sur des choses douces et qu'on guérisse des petites blessures ou des grosses blessures avant la naissance, puisqu'on sait qu'elles vont être activées, puisque c'est le moment où elles vont dans un autre monde. Ouais. D'ailleurs, le papa qui a eu son petit bébé en octobre, il n'a pas arrêté de me dire, mais Armelle, mais ton regard, mais elle n'était pas là. Je dis, tu sais bien, je t'avais expliqué qu'elle serait de l'autre côté. Ah mais oui, mais elle n'était pas là. Et heureusement que je savais où elle était. Hein. Il avait peur qu'elle ne revienne pas. Et comment tu penses alors du coup ça soutient les femmes pour cette traversée dans ce chemin? Mais je pense que ça les reconnecte à leur femme puissante, que le monde, euh, ben, surtout les civilisations, je vais dehors, enfin, moi je suis dans la nature, mais en France, voilà, toi aussi, derrière toi, c'est la nature, ça nous reconnecte, mais tu habites dans un appartement, tu habites dans plein centre-ville, tu te déconnectes de la nature, et nous sommes la nature, donc on se déconnecte de nous. Et j'ai l'impression que de faire des choses comme ça les reconnecte à leur personne profonde, et quelque part à leur intuition et à leur puissance de femme forte, et qu'elles vont ensuite retrouver, puisqu'elles l'auront là déjà touché. Le jour de la naissance, ce ne sera pas oh, c'est quoi, c'est inconnu, c'est ah ouais, tiens, te voilà toi, ok, allez, vas-y, prends les rênes, je laisse mon mental de côté, on va lui faire autre chose à lui. Ouais, c'est vrai que moi je sens que ça reconnecte ça m'a fait penser. Propre processus de vie, à la vie, hein, quand tu es en contact avec, bon, derrière moi, les plantes, les insectes, etc. L'air, le vent, hein, tous les éléments, le soleil, ça, ça nourrit et oui, ça alimente. Ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose en plus que tu aurais envie de partager, quelque chose que tu aurais envie de dire pour ces femmes ou pour les sages-femmes? Alors, il y a au moment, en cours de préparation à la naissance, je leur fais préparer, enfin je leur propose, comme je dis toujours, je propose, vous disposer un petit Mhm. dossier d'accouchement euh, avec plein de choses dedans, dont des mantras. Des mantras qu'elles se mettent sous les yeux, quitte à voir la contraction, voilà, les yeux sur le mantra et le lire pour court-circuiter le mental. Ah, ah. Et, et ça l'occupe pendant ce temps, lui, il ne s'occupe pas de dire t'as mal, voilà. Et il y a une phrase vraiment qui, pour moi, est une des phrases les plus puissantes, et je glisse à l'oreille de la femme quand je vois que des fois elle défaille un peu, et je lui dis c'est pas de la douleur, c'est de la puissance. Voilà. Et donc Ah, les femmes, je voudrais dire aux femmes, les femmes, ces sensations dans notre corps, c'est notre puissance qu'on n'a pas expérimentée dans nos vies parce qu'on est trop déconnecté de notre puissance, parce qu'on est dans un monde patriarcal, mais tout est parfait, ça évolue. On le sent que ça évolue en ce moment. Mais il y a encore, on est encore très, très, très reculer de ça et se connecter à sa femme puissante. Et là, tout le monde peut le faire. Alors oui, c'est plus compliqué dans un hôpital. Mais pour moi,
comme on vit plus en tribu, où avant les femmes accouchaient entre elles, se soutenaient, les hommes protégeaient l'endroit de naissance, bon bref. Comme on vit plus en tribu et qu'on vit juste en nucléaire, à 2 personnes, eh bien le truc c'est que cette deuxième personne, le compagnon, la compagne, hein, pour un couple de femmes, peu importe, ce soit le garant du projet de cette femme, parce que chaque femme a son projet, donc c'est comme ça que je les prépare, et de vraiment la propulser dans ce vortex d'accouchement, quoi. Et pour ça, déjà, il faut que le couple se prépare. Moi, j'étais absolument pas prête en tant que maman et mon compagnon, absolument pas. Quand je suis devenue sage-femme, il m'a dit oh, mais quand je vois ce que tu dis aujourd'hui, ce que tu fais, mais moi, j'ai rien fait. Et je dis on ne savait pas. Et quand j'en parle à des gens de mon âge, de la cinquantaine, moi, les hommes, souvent, c'est tu me colles une claque là. Moi, j'ai rien fait pour mes enfants. Ça les remet en question, ces hommes. C'est très beau. Et je leur dis souvent, ben, si, tu as des enfants, donc tu vas pouvoir leur passer le message pour eux maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui, du coup, tu parlais des couples. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces couples dans cette préparation? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Euh, Moi, je pense vraiment, il y a des super choses sur Internet en ce moment. Moi, c'est pareil, moi, je ne suis pas du tout contre. J'ai beaucoup de collègues que ça dérange. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut qu'ils rencontrent quelqu'un. Alors, il y a plein d'outils. Voilà. Moi, j'utilise l'hypnose, entre autres. Oui. Il y a plein d'outils. Mais il va falloir que cette femme, elle se fasse son projet. Mais c'est ce que j'explique, c'est comme quand on va faire une grande fête, un mariage, on va préparer. Oh, je vais mettre une nappe de telle couleur, des faire-part comme ça, et puis de la musique comme ça. Et peut-être qu'il va se passer quelque chose qui n'est pas prévu, qu'ils ont tout prévu dehors et qu'il pleut. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on peut quand même faire la fête, on va le faire différemment, on va s'adapter. Donc pour moi, l'important, c'est que la femme elle fasse son projet. Voilà, ce serait ça mon projet. Mais un projet, pas un étendard, parce que là, ça va casser. Un projet qu'elle explique à son compagnon ou sa compagne, voilà là où j'aimerais aller. Et je te demande vraiment de m'y emmener. Parce que je vais avoir des moments où je vais faiblir. Et là, j'ai besoin que ce soit toi qui me portes. C'est dur pour l'autre aussi de voir la personne qu'il aime traverser un truc de fou. De fou. Et pour les hommes, qu'un homme ne peut pas, corporellement, il ne peut pas le traverser. Et donc, il faut qu'il se prépare aussi. Donc, moi, pour moi, et j'ai 99,99% des compagnons qui sont là. Et souvent, ils sont là, mais je ne pensais pas que c'était autant pour moi. Alors, moi, je dirais vraiment, préparez-vous à deux et que la femme, elle sache là où elle a envie d'aller et surtout, ne pas rêver trop petit. Rêvez grand, mesdames. Rêvez grand. Super, super, super. Et du coup, tu accompagnes aussi un peu les pères? Ah ben beaucoup. Beaucoup. Ah oui. Ouais, Non, mais beaucoup, beaucoup. bien sûr. Euh, D'ailleurs, je ne l'ai pas là, mais j'ai un livre d'or où j'ai des mots de père qui sont juste magnifiques, quoi. Ouais. Et ils savent, à l'hôpital, des fois, ils m'envoient des SMS. Mhm. Et je pense à un qui, en plus, sa compagne était une copine et je devais être avec eux sur un accouchement à domicile et j'avais une formation qui était pour moi très importante, qui tombe à la période d'accouchement. Et bien sûr, elle commence son accouchement quand je suis très loin d'eux. Il m'envoie un SMS, il me dit Armelle, elle est à 5 cm, elle va prendre la péridurale. Et moi, je sais que cette femme, c'est pas son projet, mais vraiment son projet même d'âme. Hein. Mhm. Et je l'ai coaché le papa par SMS, et c'est un sportif. Ce papa était un rugbyman, et Ouais. donc je l'ai coaché avec des termes de rugby. Mhm. La dernière phrase qu'il m'a envoyée, le bébé est né, c'est un petit garçon qui s'appelle Martin. Mhm. Il m'a dit Martin, te remercie de ton aide, te remercie pour ton aide. Ma femme est un gladiateur et toi, tu fais partie de ma famille. Il faut savoir que pour l'anecdote, on s'en est rendu compte quelques semaines après, le bébé est né sur la musique de Gladiateur. Ah, les coïncidences ou pas. Voilà, c'est Ah, ça. Donc, en super. gros,
Le papa, moi, je suis son soutien quand il sent qu'il a besoin d'aide. Ouais. Parce que souvent, ce qui se passe dans le processus d'enfantement, c'est qu'à un moment, la femme, comme tu dis, elle peut avoir une peur ou une baisse de. Et là, c'est là le papa qu'il faut qu'il vienne, quoi. C'est qu'il faut que, il faut qu'il y ait quelqu'un pour la ou l'accompagne, ou le groupe quand il y a le groupe. En Alors, part... en cours, je leur explique ça. Je Mhm. leur explique toutes les phases. Et le papa du mois d'octobre, là, le dernier, il m'a dit, mais elle a refait ton cours. Elle a refait tout ton cours. Et le pire, c'est qu'elle a dit tes mots. Euh, elle sortira jamais, j'y arriverai pas, je vais mourir. Et elle me dit, mais elle a refait tout ton cours. Donc il me dit, du coup, je n'étais pas surpris dans toutes ces phrases. Je me disais, ah bah tiens, elle en est là, bon bah ok, on avance. Et quand ils savent à quoi s'attendre, leur femme elle peut très bien dire, en y croyant, parce qu'elle est tellement haut que c'est plus si elle est vivante ou pas, en y croyant fortement, dire je vais mourir, mais l'homme il est content parce qu'il sait où elle en est, il sait que ça y est, Ouais. Et là, il n'y a pas de panique ou il n'y a il n'y a pas pas de de. panique, il sait à quoi s'attendre. Mhm. Ouais. Et il sait faire avec les imprévus, justement. Il sait que faire et où se positionner. Super. Euh, Bon, de nouveau, je vais te proposer si tu as encore quelque chose que tu aimerais partager un peu pour finaliser hein, notre entretien d'aujourd'hui, avant de te faire ma petite question traditionnelle. Non, moi je suis contente, mais profondément contente et heureuse parce que je sens que le vent tourne. Je sens que la femme reprend son pouvoir de belle manière. Ça frémit, hein, mais l'océan, c'est goutte après goutte. Et je suis heureuse de ça. Je sens vraiment qu'on va vers le meilleur reste à venir. Super. Alors, du coup, la petite question du portrait chinois, si tu étais une pierre, qu'est-ce que tu serais? L'améthyste. L'améthyste. Est-ce que tu veux compter? Pourquoi? Ou on reste sur. Hmm, non, En tout j'ai cas, parfois c'est. des visions avec Ah, l'améthyste ah. ouais, et j'ai une pierre fétiche que j'ai ramenée du Brésil. Je vais travailler Mhm. sur moi au Brésil et qui est juste derrière là, qui est une grosse. Alors je te la montre parce que vraiment c'est un Vas-y, symbole. vas-y. Ah oui, elle est magnifique. Mhm. Très très belle. Voilà, Mm. c'est moi ça. Eh bien écoute Armel, je te dis un grand merci pour cet échange, pour ce partage. Et puis bah, au plaisir. Hein. Oui, mais merci à toi d'avoir été très patiente parce que tu m'as demandé il y a longtemps et j'ai été très prise. Il y a, il y a tout le temps, les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et je te souhaite plein de belles choses du coup pour ton beau projet de maison de Merci beaucoup. naissance.